7 janvier 1961 du 7 janvier 2025, jour pour jour, cela fait 64 ans depuis qu'Emery Patrice Lumumba, l'héros national, a été assassiné, vachement assassiné. Et bien voilà, nous allons commémorer aujourd'hui spécial matinal, spécial Namasté. Spécial Namasté, la commémoration de la mort d'Emery Patrice Lumumba. Aujourd'hui, nous allons parler en long et en large sur Lumumba. Nous allons parler bien évidemment de ce qu'a été son premier gouvernement. Nous allons encore évoquer son discours qui lui a coûté la mort, le discours qui n'était pas prévu, qui n'était pas au protocole le 30 juin 1960. Nous allons en parler, mais nous allons aussi vous balancer un reportage réalisé par nos confrères de France 24 qui ont réalisé ces reportages. Un assassinat jamais condamné et jamais impuni et jusqu'à nos jours. Donc nous allons développer ces sujets aujourd'hui, mais aussi avec notre invité ce matin, nous parlerons également de Lumumba. La vision de Lumumba aujourd'hui, est-elle réellement compris et par les politiques aujourd'hui? Ils se disent lumumbistes, ils se disent socialistes, mais est-ce qu'ils ont compris les combats de Lumumba? Tous ces politiciens au Congo, nous allons en parler avec notre invité, mais comme il se doit toujours, c'est Namasté, il faut passer par Event où nous allons parler de quelques événements, mais nous rappeler également de la mort de la sœur Marie Missamou. On va parler de son parcours aujourd'hui à travers la rubrique Event avec Michel Moïse, mais aussi des Pongolov. Donc la culture, la politique, et tous ensemble, nous allons faire le mieux pour vous rendre cette journée aussi mémorable, aussi très spéciale. Michel Moïse, ça va? Bien, Hervé Papier Agamba, bonjour aux Namastiennes qui nous suivent déjà en ce moment-ci. Donc, salutations à vous. Ah, je crois que cette journée nous a un peu compliqué. On commence avec la pluie, la pluie qui s'arrête, le soleil qui vient et tout ça. Heureusement alors que c'est une journée fériée comme ça, et donc il n'y a pas eu d'embouteillage. En tout cas, la route était vraiment dégagée et c'était vraiment quelque chose de bien. Chaque jour les acquis fériés, mais bien. Mais chaque jour, on a comme à 7h juste. C'est ce que j'allais dire. LOL. LOL. Voilà, donc parce que tu es devenu le patron de LOL, donc voilà, nous allons commencer tout d'abord par vous présenter ces bulletins météorologiques et ces bulletins de météo. Vous allez suivre ce qui a été, parce que ce matin aussi, on devait déjà, ça s'est annoncé comme ça, il y aurait pluie le matin. Et donc, vous qui êtes encore à la maison, que vous voulez sortir, vous allez prendre des précautions, c'est-à-dire que nous aurons 22 degrés le matin et vers le soir, ça sera 27 degrés. Et donc, la journée sera comme ça, un peu, parfois la pluie, parfois le soleil. Et donc, vous allez suivre ce bulletin météo tout de suite et ça suivra, bien évidemment, une chanson chrétienne, comme nous avons toujours l'habitude de commencer. Et cette tranche matinale, question de rendre grâce à Dieu, c'est lui qui nous a protégés durant toute la semaine. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi. Début de week-end, vendredi, férié. Oui, vous êtes à la maison. Bon début de week-end déjà à vous qui nous suivez de partout. En République démocratique du Congo, à Kinshasa, la capitale. Vous êtes à Maluku, Kimanseke, que nous aimons beaucoup. On y va, Justement Vouba, Justement Vouba et Junior Bemba qui sont aujourd'hui à la technique. Et donc, on va partir par ces bulletins météo et la chanson chrétienne. On y va. Merci beaucoup de cette très belle chanson du frère David Isé en format acoustique. Et donc cela fait plaisir à beaucoup de ces personnes qui sont branchées à ces moments, qui sont à la maison, en train de suivre. Aujourd'hui, il y a pas beaucoup de gens qui sont sortis, parce qu'il n'y a rien à faire dehors. Qui sont restés à la maison? Ils sont restés à la maison, oui. Ils ne sont pas sortis. En tout cas, ils ne sont pas sortis, ils sont restés à la maison. Et nous, dans notre compte, nous participons à agréer leur journée, donc déjà avec cette tranche matinale Namasté. Nous commençons comme ça avec une belle chanson du frère David Isé, aux Anzambi. Voilà, on va prendre directement la page rose. La page rose, il y a quand même deux personnes qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui, 17 janvier. Donc, vous qui êtes nés ces jours du 17 janvier, joyeux anniversaire à vous et également à vos proches, à vos connaissances, à vos amis et tout ça, tout ce qui va avec. Et donc, on va aller pour souhaiter l'anniversaire à cette personne. Elle s'appelle Enoch Manfouka. Enoch Manfouka. Heureux anniversaire à toi, Enoch. Joyeux anniversaire, longévité, bénédiction
que tout ce que Dieu a prévu pour toi soit réalisé pendant cette année 2025, une année nouvelle, une nouvelle bougie pour toi. Et nous te souhaitons joyeux anniversaire à toi, Enoch Mafuka. Que tu sois comme ça béni et sois rempli aussi de joie. Que cette journée soit une journée merveilleuse, même si c'est une journée fériée, mais il faut que tu passes cette journée avec beaucoup de délicatesse, beaucoup, surtout d'intention, parce qu'on dit c'est pendant la fête que les enfants de Dieu trouvent la mort, mais nous ne souhaitons pas cela. Nous te souhaitons heureux anniversaire à toi, Enoch Mafuka, bénédiction, longévité, que toutes tes entreprendre puissent se réaliser pendant cette nouvelle année. Heureux anniversaire à toi et donc de la part de nous tous, de la part de la tranche matinale Namasté. Joyeux anniversaire à toi, Enoch Mafuka. Je vais dire aussi un petit anniversaire à un ami. Malheureusement, il ne m'a pas envoyé ses photos. Donc, je l'ai dit comme ça. Joël Amboka, joyeux anniversaire à toi, mon ami. Même si en retard, donc c'est quand même arrivé. Joyeux anniversaire à toi, Joël Amboka. Et donc, comme d'habitude, on va quand même prendre une chanson. Toi, tu proposes qui? Inos, Rebo. En tout cas, la jeunesse. Aujourd'hui, je suis plus Nigeria et tout. Nigeria? Ouais. Aujourd'hui, mon mood est plus si tu demandes le Nigeria, je suis risque de mettre Adjudike. Aujourd'hui, je suis plus dans Whisky, Davido. Ah non. Mon mood est plus comme ça. Aujourd'hui, en tout cas, en venant ici, HP, très souvent en venant ici, j'écoute souvent Kofi et tout. Mais aujourd'hui, quand même, en venant ici, j'ai écouté un peu du Davido, un peu de Whisky. En tout cas, ça m'a fait du bien. Un peu Chidima aussi, quand il chantait un peu. Je refuse. Alors, justement, Vouba, tu proposes une chanson quand même à tous ceux-là qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui, 17 janvier. Et puis, nous allons revenir ici sur ces plateaux pour parler spécial Lumumba, spécial Emery Patrice Lumumba. Nous allons parler en long et en large aujourd'hui. Et déjà, notre invité d'ailleurs est déjà dans nos murs. On y va, agissez et puis on se retrouve tout juste après. Voilà, c'était pour vous faire très plaisir. J'espère que les jeunes ont aimé quand même cette belle musique-là. Et dans rythme n'abamo. Mais dans mon loi, régisseur a polémique. Biso lobelia inospirebo. Il y a cette dièse. C'est compliqué en tout cas. Voilà biso, voilà régisseur Mandego. Biso pardon. Alors, on va parler des spéciales commémorations de la mort de Lumumba. Commémoration de la mort de Lumumba. Laisse-moi, je sais, tu peux afficher cela comme ça, spéciale commémoration de la mort de Lumumba jusqu'à la fin, même si on change des rubriques, que ça soit affiché comme ça jusqu'à la fin et surtout, pas d'appel, mais vous pouvez envoyer le message aussi pour parler aussi de Lumumba, c'est très important et nous en parlerons en long et en large avec l'invité après U20. Mais nous allons commencer tout d'abord. Lumumba a présenté le tout premier gouvernement après l'indépendance. Après l'indépendance en 1960, Lumumba est devenu premier ministre, et il avait présenté son tout premier gouvernement à l'Assemblée nationale. Ça a été validé à l'Assemblée nationale et puis c'était au tour du Sénat. Le Sénat également a validé ces gouvernements. Et donc Lumumba avait présenté un gouvernement avec 25 membres, plus lui-même ça fait 26. La RDC, le tout premier gouvernement avec 25 membres, le tout premier vice-ministre, c'était Antoine Gizenga. Et donc tout ce qui a été là, c'était les tout premiers. Chaque ministère, c'était les premiers Congolais à occuper ces ministères. Et vous vous rappelez même du ministre des Affaires étrangères, le tout premier ministre des Affaires étrangères qui était décédé il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est Guy Bomboko, c'est quelque chose comme ça. Et voilà, je vais vous laisser suivre ce qu'a été ces gouvernements Emery Patrice Lumumba. Et l'investiture de ces gouvernements, là où il a commencé, bien évidemment, à fonctionner comme premier ministre de la RDC. Et nous allons nous retrouver juste après pour continuer d'autres parties. On suit quand même cette présentation de son gouvernement, c'est-à-dire l'investiture du gouvernement Lumumba 1. Grâce à la sagesse congolaise, qu'ont manifesté tous les élus devant les dangers qui nous menaçaient. Vous avez été les premiers à faire comprendre à tous les devoirs d'union et de solidarité.
nous avons l'honneur de présenter devant le Parlement du Congo les premiers gouvernements congolais constitués comme suit. Premier ministre et ministre de la Défense nationale, c'est votre serviteur Lumumba. Vice-premier ministre, Gizenga Antoine, président général du PESA. Ministre des Affaires étrangères, M. Bomboko Justin, président de l'Union des Mongols. Ministre du Commerce extérieur, M. Bissoukiro Marcel, président général du CEREA. Ministre résident en Belgique, chargé des relations entre le Congo et la Belgique, Michel Delvaux Albert, secrétaire général du PNP. Ministre délégué à l'ONU, M. Kanza Thomas, licencié en sciences pédagogiques et psychologiques, qui a fait dernièrement ses études au Collège de l'Europe et qui est fonctionnaire au marché commun à Bruxelles. Ministre de la Justice, M. Mwamba Rémi de la Baloubakat. Ministre de l'Intérieur, M. Ngwenye Christophe, premier bourgmestre adjoint à Stanleyville. Ministre des Finances, M. Kai Pascal de la Bakou. Où un gouvernement démocratique s'installe, où la justice s'établit, où chacun jouit désormais de sa liberté totale, où le soleil rejaillit dans ce pays pour faire place à l'obscurantisme séculaire du régime colonial, décrié avec moi, vive le Congo indépendant, vive le Congo uni, vive la liberté. Voilà, c'était là juste un extrait de ce qu'a été la présentation du gouvernement de Lumumba, le tout premier gouvernement du Congo. À l'époque, c'était le Congo tout simplement, République du Congo. C'était le tout premier gouvernement que Lumumba avait présenté avec 25 membres, mais il avait ajouté également 8 secrétaires d'État. Et là, je me pose la question, aujourd'hui, les gouvernements aujourd'hui à 57 membres. Et d'ailleurs, après réduction de trois ministères, je pense. Ah ouais, après réduction de 3 ministères, ministère des Relations avec le Parlement. On a réduit des ministères, 3 ou 3 ministères, on a toujours 57 membres. Et donc, c'est un pays qui rend, ça se pose beaucoup de questions. Moi, je me dis, tous ces 57 membres ont un cabinet. Et ouais. Avec plus de 50 membres dans les cabinets. Tu te demandes quel budget pour l'État, quel poids, quel surpoids pour l'État. Et ce qui est aussi étonnant, parce que la superficie de la RDC n'a jamais changé. Ah oui, c'est toujours 2 340 000, 345 000 km², j'espère que c'est ça. Peut-être qu'ils vont... Mais rien n'a changé. Mais on change le gouvernement. Est-ce que par rapport à la population? Peut-être qu'ils vont parler de la démographie, peut-être. La démographie? Oui. Ah, ça sera peut-être une autre question. Alors, le émérite Patrice Lumumba avait intervenu le jour de l'indépendance, lorsqu'on a déclaré l'indépendance de la RDC en 1960, le 30 juin 1960. C'était prévu le discours du roi Baudouin, le roi Baudouin, et le discours du président Kasavubu.
Il y avait d'ailleurs un micro spécial pour ça. Mais de l'autre côté, il y avait aussi un micro réservé, mais ce n'était pas pour que quelqu'un vienne parler. C'était juste pour le modérateur du jour. Mais Lumumba avait utilisé ces micros pour parler de ses discours qui d'ailleurs lui a coûté la mort. C'est pendant que le roi était en train de parler et le président Kasavubu était en train de parler, Lumumba était en train d'écrire son discours. Je vous prends l'extrait de ce qu'a été un des documentaires sur Lumumba. Comme ça, on va suivre ces 3 minutes. Comment étaient ces discours? Comment c'était arrivé avec cette analyse dans cet élément? On y va. 30 juin 1960, le jour de l'indépendance. Le roi parle longuement des colons, de Léopold II. Il demande de penser à ces pionniers de l'émancipation africaine. Il demande surtout de ne rien changer, si on n'est pas sûr de faire mieux. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. Le roi a parlé. Il a dit ce qu'il avait à dire. Puis, le président dit ce qu'il devait dire et remercie le roi. De l'autre côté de la tribune, quelqu'un fignole un discours non prévu au protocole. Il va dire ce qu'il ne faut pas dire. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Le premier signe que quelque chose clochait, c'est au fond l'écoute que j'ai faite vers midi du discours prononcé par le Premier ministre Lumumba à Kinshasa, que j'ai écouté. Et alors là, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait dans le sens que l'on espérait. Les images ont été perdues. La voix est restée. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Alors, je crois que je peux même affirmer que le roi était d'assez mauvaise humeur après le discours et qu'il a voulu quitter. Et immédiatement, il rentrait en Belgique et que, bon, c'est se rendant à la raison d'État qu'il est resté et qu'il a assisté au repas qui était prévu et où Lumumba, d'ailleurs, a fait un discours beaucoup plus aimable à l'égard de la Belgique, mais je crois que le mal était fait. Nous y avons souffert dans notre corps, dans notre espèce de l'oppression colonialiste. Nous vous le disons, tout cela est désormais fini.
moi, c'est un super excité qui n'est pas capable de faire une échelle de valeur entre ce qui est important, ce qui est moins et ce qui n'est pas du tout. Juliana Lumumba, fille de Patrice Lumumba. Le contexte de l'époque faisait que quand on était vraiment un nationaliste et qui aimait son pays et que les mots d'ordre, bon, que tous les politiciens disaient indépendance, liberté, liberté économique, indépendance économique et tout ça, c'est qu'il y croyait vraiment. Et les gens se sont rendus compte que ce n'était pas uniquement des slogans électoraux ou bien pour avoir des voix, mais que c'était un homme, à partir d'un certain moment, on ne pouvait pas composer avec lui sur l'indépendance de son pays et sur certains principes qu'il a érigés. Et je pense que c'est pour cela qu'on a vu toute cette coalition, parce qu'il n'y avait pas que la presse, il y avait aussi l'Église, qui a été aussi très pugnace et très dure vis-à-vis de Patrice Lumumba aussi. Et même pour d'autres politiciens qui avaient aussi lancé des mêmes mots d'ordre, qui avaient dit aussi les mêmes choses, mais ils n'ont pas été attaqués de la même façon. On vous lâche au volant d'un bolide roulant à 200 km à l'heure, en sachant que vous n'avez jamais conduit de votre vie. On vous dit, allez-y, c'est votre tour. Dur apprentissage. Voilà, vous avez suivi, et là, ces discours de Lumumba dans cet extrait de ces documentaires, c'est ces discours-là qui a déclenché tous les problèmes possibles sur Emery Patrice Lumumba. Il voulait tout simplement être vrai et honnête, contrairement au roi qui est venu embellir les choses. Et le président Kasavubu, prêtre de son état, donc il fut un séminariste. Un aspirant, c'est ça? Ouais, un aspirant. Il était séminariste. Il voulait quand même aussi, lui aussi de son côté, embellir les choses. Mais Lumumba ne voyait pas les choses comme ça. Avec beaucoup d'élégance, quoi. Lumumba voyait ce que nous avons vécu. Nous avons vécu beaucoup de mauvaises choses. Le roi Baudouin a rendu hommage au roi Léopold II. Et pourtant, c'est la personne qui a encore massacré les Congolais. On coupait les gens, le maire, les jambes, tout simplement parce que si vous ne travaillez pas dans les champs des cotons et tout ça, on va vous faire tous ces problèmes-là, ou des caoutchoucs. Et bien voilà, et Lumumba a remis quand même les choses en place. Et ça lui a créé des problèmes. On a pensé directement. Donc Lumumba, et comme il était socialiste, il est déjà du côté des soviétiques. Il est en relation avec la Russie et tout ça. Et bien voilà, c'est qui lui a coûté la mort. Alors cet assassinat qui a eu lieu le 17 janvier dans la province du Katanga, Nous allons suivre ces reportages réalisés par la France 24 qui ont titré ces reportages « Un assassinat jamais puni ». Voilà, un assassinat jamais puni. C'est un assassinat qui est resté comme ça, impuni. Et parce que jusqu'à présent, on n'a pas condamné ou il n'y a jamais eu de procès contre les vrais auteurs de l'assassinat de Lumumba. Et donc voilà, ce qui reste un assassinat impuni. On suit ces reportages et nous allons nous retrouver tout juste après. Ça sera bien évidemment pour prendre la rubrique Events. On y va. Sous cet arbre, le destin d'une nation vacille le 17 janvier 1961. Cet historien a enquêté pendant de longues années pour identifier l'endroit précis de l'assassinat de Patrice Lumumba, le premier Premier ministre congolais. Voilà, c'est celui. Ce soir-là, ils sont une vingtaine en plein cœur de la savane congolaise, dans l'extrême sud du Congo, au Katanga. La riche province minière a fait sécession quelques mois plus tôt avec le soutien des Occidentaux. Les Belges, mais aussi les Américains, veulent à tout prix conserver leur influence dans la région face à Patrice Lumumba, héros de l'indépendance et soupçonné de flirter avec l'Union soviétique. Le président katangais Moïse Tshombe et plusieurs de ses ministres sont présents, ainsi que 4 officiers belges et un peloton d'exécution. Face à eux, 3 prisonniers. Les 2 premiers sont tués par balle, puis vient le tour de Patrice Lumumba, déchu et arrêté quelques semaines plus tôt. Le commissaire Franche de Serre le prend, il le ramène aussi devant l'arbre. On a pris soin de faire en sorte que Lumumba, qui était l'ennemi numéro 1,
le Satan, comme les Belges l'appelaient, puisse voir de quelle manière atroce il devait mourir. Patrice Lumumba s'effondre à son tour. Sa dépouille et celle de ses 2 compagnons sont jetées à la va-vite, dans une fosse fraîchement creusée. Le travail s'est fait précipitamment. Ils sont partis, mais en abandonnant un bout de pied de Patrice Emery Lumumba, les derniers corps qu'on a jetés dans la tombe commune. Voilà, vous venez là de suivre ces reportages sur l'assassinat de Lumumba qui reste jusqu'à présent impuni. Et nous n'avons eu ici que droit à une dent. Parce que d'ailleurs, dans ces reportages, on parlait aussi du doigt qui était aussi resté dehors. On parlait donc de beaucoup de choses, mais après, le plus important, c'est que le commanditeur ou encore les personnes qui ont exécuté Lumumba puissent être quand même punis. Même par les petits-enfants. Même qu'ils n'existent plus. Pas par les petits-enfants. Même par les petits-enfants. Ils doivent juste... au fait, le nom peut être jugé. Ouais. Si la personne n'est pas jugée, au moins le nom de ces personnes peuvent être jugés. Ah ben ça consolerait quand même. Oui. Même si aujourd'hui, bon, les enfants de Lumumba, c'est que moi j'aimerais leur dire, Lumumba n'est plus leur papa comme ça, comme Papa Nabiso. Non, Lumumba c'est le père de la nation. Le père de la nation congolaise. Donc aussi, parce que c'est une personnalité qui incarne un vrai combat panafricain. Et vous voyez, ces combats-là, à l'époque, ça s'est déclenché au Ghana avec le Kwame Nkrumah. Et il y a même Thomas Sankara qui avait toujours rendu hommage à Lumumba pour le combat qu'il a fait pour l'indépendance. Et c'est très important. Et d'ailleurs, il paraîtrait qu'il y a eu beaucoup de pays, donc à l'époque du Day de Lumumba, il y a eu beaucoup de pays africains qui ont décrété aussi des marches partout. Des journées. Oui, des journées de marches, oui. C'était partout en Afrique et en Europe et dans toutes les ambassades de la Belgique. Okay. Et devant toutes les ambassades de la Belgique, il y avait des marches qui ont été déclenchées. Les Africains, pas seulement les Congolais, donc c'était les Africains qui avaient déclenché. Et aussi, j'ai lu, en parlant de la famille de Lumumba, j'ai lu un article de l'ACP où on est en train de dire que toute cérémonie qui devrait se faire aujourd'hui en sa mémoire, à la mémoire de Lumumba, ont été annulées par rapport à la vandalisation de son mausolée depuis quelques mois. Bon, je crois qu'aujourd'hui, les gouvernements trouvera quand même le moyen parce que nous devons rendre hommage à notre héros national. Normalement. Et moi, je me dis pourquoi ne pas avoir un billet spécial où il y a les visages de Lumumba? Parce qu'on avait 1 franc, un franc. Au début des francs congolais, il y avait 1 franc qui avait le visage de Lumumba. Mais après, c'est parti. Il n'y a plus de l'argent avec les visages de Lumumba. C'est le héros national. Les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, tous ce qui sont sur les billets des États-Unis ne sont pas héros nationaux, mais ils sont quand même. Ce sont quand même le président qui ont marqué les temps. Voilà. Et donc aujourd'hui, on voudrait voir un billet avec la face de Lumumba, des musées Laurent Désiré Kabila. Ça ne dérangera à rien. Moi, je ne pense pas que ça peut déranger à quelque chose. Mais on peut aussi mettre Joseph Mobutu, même si. Quand on parle de Mobutu, on parle toujours noir, mais non, il y a quand même beaucoup de choses de Mobutu. Il y a eu aussi des choses qu'il a fait. Aujourd'hui, on a des patrimoines construits à l'époque de Mobutu. Voilà. Donc, nous avons le stade Camagnola devenu star des martyrs, nous avons le palais du peuple, nous avons le pont Maréchal, voilà. des édifices imposants, voilà, et donc qui sont restés et comme ça. Donc justement, on va prendre une transition tout simplement, et comme ça, nous allons entrer maintenant dans la rubrique Event avec Michel Mouezé qui va nous parler de quelques événements, des activités culturelles ou aussi des rappels sur les événements culturels qui a eu lieu et qui aura lieu aujourd'hui. On y va, transition. Voilà, on va commencer. Michel Mouezé, on commence par qui? Voilà, et donc la chanson tant entendue, Mubondo, Mubondo de Ferregola, enfin disponible, donc les clips officiels enfin disponibles après la version audio qui était déjà sortie. Et c'est depuis le 15 janvier, et en 24 heures seulement, la chanson a atteint 1 million de vues. Ah ben, il faut comprendre quand
Ça fait débat. J'ai lu ça dans les réseaux sociaux, que c'est là en train de faire débat. Pour comment ça fait 1 million et directement ça va bloquer dans 2 millions seulement. Après 4 mois, ça va plus avancer. Moi, je pense qu'il y a des gens qui regardent les vidéos juste par curiosité. Ils sont allés regarder par curiosité. Après, ils se lâchent. Et je pense aussi que il n'y a pas que la RDC là-dedans, il y a aussi les Tanzaniens aussi qui voilà, sont ça aussi, à fond aussi sur la chanson, parce que la chanson a fait aussi du succès aussi en Tanzanie. Voilà. En Tanzanie. Parce que c'est leur frère qui est là, Rayvanny, c'est ça? Rayvanny, et qui est là. Et puis Rayvanny est beaucoup suivi sur le réseau. Ah oui, hein. Beaucoup suivi, il a beaucoup d'abonnés sur Et Instagram. pourtant, il est encore très jeune en tout cas. Ah, la musique aujourd'hui, c'est pour la jeunesse. Ah, on dirait bien. Alors, et donc, on va suivre l'extrait de la chanson, bien sûr. Et après, avec Preuve à la pluie, on va aussi montrer les millions de vues accumulées de Ferregola et Rayvanny sur les titres Mobondo. Voilà. Mikolo. Kinimbo Kabisemo. Ah ben, c'est ça, hein, mais écoutez, la musique, l'ambiance, c'est Kinshasa. Kinshasa, la capitale de l'ambiance. Donc, on aime comme ça. En tout cas, Mobondo. Donc, enfin disponible. Je pense que cette chanson a fait vraiment fureur sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok. En tout cas, il y avait challenge de partout, Mobondo par-ci, Mobondo par-là. Donc, enfin, nous avons une version clip officielle. Alors, donc, à tous les Gaulois et les amoureux de la bonne musique et de pouvoir consommer la chanson Mobondo, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir dans les boîtes de nuit, dans les fêtes. Donc, moi, ce que j'ai aimé lorsque je regardais les clips, tu vois, la danse là des... Ouais. N'était plus reprise. Ok. Donc, c'est ce que j'allais aussi poser comme question. Tonton a compris que si Zigzag est parti à cause des... alors lui, ça risque aussi de lui poser des problèmes. Donc c'était juste cette pour le danse-là challenge. n'est pas vraiment repris. C'était juste pour le challenge. N'est pas vraiment repris, mais il y a juste des parties sorties comme ça que les danseurs aiment toujours déraper. Hein. C'est compliqué, mais en tout cas, j'ai vraiment aimé la qualité du clip, en tout cas, fabuleux. Alors, qu'est-ce qu'on devait parler encore de comment le vit sur YouTube? Bah oui, je pense qu'on peut déjà avoir le visuel des vues sur YouTube. Donc, 1 million de vues pour la chanson Mobondo, déjà juste en 24 heures. Donc, c'est énorme. C'est énorme vraiment. Et donc, on souhaite bon vent au clip. Pourquoi pas atteindre les 100 millions de vues? 100 millions? Bah oui. Ah ben. C'est pas impossible. Il faut vraiment que les consommateurs de cette musique-là soient à tout moment. Mais comment ça se passe? Est-ce que si une personne regardait la même vidéo des fois sur YouTube, ça va compter aussi des vues? Je ne pense pas, parce que là, le compte YouTube est relié au compte Gmail. Et donc, si déjà le compte Gmail a déjà été compté, et donc il faut changer de compte Gmail sur le même téléphone pour que ça puisse compter 2 vues. Donc il faut changer. Oui. Ok. Donc c'est là qu'il faut maintenant, vous prenez 3-4 téléphones comme ça avec les télés, tout ça. Donc vous ne faites rien alors. Parce que si vous n'êtes connecté qu'avec votre compte Gmail, donc vous ne faites rien. Il faut en avoir beaucoup. Vous ne faites rien. Et donc, ce qui est vrai, c'est qu'on a besoin en fait de cette transparence-là, que savoir que ce sont des personnes qui ont visionné les clips et non des robots. On a besoin de ça dans la musique congolaise. C'est très important. C'est très important, parce que si vous voulez gagner dignement votre argent. Alors, on quitte Ferregola, on va parler des Fabregas qui se produit aujourd'hui même à la Fikine. À la Fikine. Donc on va prendre la vidéo promotionnelle de cet événement, puis après revenir juste après. Voilà, c'est ça, Fabregas qui doit se produire aujourd'hui. Donc ce soir, déjà à la Fikine, allez-y, allez soutenir Fabregas. Mais je me demande comment la production d'Héritier Watanabe ne fait que rater. C'était prévu les 16, c'était d'abord prévu les 2. Il n'y a plus, c'est les 16. Il n'y a plus, on ne voit rien, on ne communique rien. Qu'est-ce qui se passe avec l'artiste musicien Héritier Watanabe? Là, il faut peut-être parler avec les organisateurs. Je pense bien que c'est le gouvernement soi-même. Donc, le gouvernement au travers le ministère du commerce extérieur et les directeurs généraux de la Fikine. Voilà. Ce sont eux qui organisent toutes ces manifestations, mais peut-être
pendant les grandes vacances, si maintenant les grandes entreprises iront pour prendre des stands à ce niveau-là, on verra, on pourra peut-être assister ce qu'on avait assisté à l'époque en 2005, on a envie de revivre 2006, ça, en fait. Et avec toutes ces entreprises-là qui ont pris des stands et qui faisaient jouer les artistes et musiciens. Et là, on a vécu le Farafara. On a vraiment envie de revivre ces sentiments-là, au fait. On a que la nostalgie, au fait, de Fikine. Fikine, avant, c'était là où tout le monde allait pour s'amuser, mais à un moment, ça a sombré. Et aujourd'hui, on veut vraiment relever encore, revenir encore en ces temps-là. Voilà, on va prendre autre chose, on va évoluer très vite parce que les temps aussi courent. On va prendre le deuxième artiste ou comment? Voilà, le troisième artiste. Pardon. Donc, on parle là de Werrason, roi de la forêt. Et donc, on s'approche déjà à grands pas du concert de Werrason à Arène à Grand Paris, qui sera le 15 février 2025. Donc, désormais, moins d'un mois. Oui, moins d'un mois. Moins d'un mois, parce que déjà, c'est les 15 qui on devait parler d'un mois. Il y a 2 jours, donc 28 jours pour Werrason et signer son retour en France. Et d'ailleurs, en parlant même de cet événement, il y a Ferrego là, après le poignet de main au deuil de Séguin Mignon, dont on devait parler le lundi, malheureusement. C'était pas fait. Alors, il a reposté au fait l'affiche. Il a vraiment publié au fait, même pas seulement sur Story, mais il a vraiment publié sur son compte pour que ça reste là jusqu'à ce que l'événement aura lieu. Alors, bravo à toi, Ferrego, là, pour faire ça. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, en tout cas, de voir cette unité qui s'installe encore dans les clans Wenge. En tout cas, ça fait plaisir. Alors, nous voulons aussi voir cette unité-là aller aussi du côté des Fabregas et Héritier Watanabe. Je ne dis rien. Nous voulons cette unité. Mais moi, j'attends plutôt que Ferrego soit invité de Werrason à ces grands concerts-là, parce que c'est le retour du roi. Et c'est une salle à plus de 7000 places. Et donc, et si Ferré est aussi invité à cet événement, et choisir aussi, parce que Bill Clinton est déjà confirmé. Ils ont déjà eu même quelques séances de répétition avec Bill Clinton. Cécile Adjani était parti de lui-même dire à Werrason que je serai là. À TV là. Ça fait plaisir en tout cas. Le clan Wenge réuni comme ça. Voilà. Si on peut appeler le clan Wenge. Les bannes à maison mère. Il faut dire que c'est les bannes à maison mère. Les bannes à maison mère réunis comme ça, en tout cas, ça fait plaisir. Pourquoi pas inviter aussi ses collègues artistes du grand Wenge 4x4? Pourquoi 12. Pas Plus 12 et on c'est la 24. Alors, on quitte Werrason, on va prendre 400 personnes. On y va maintenant pour parler du grand Mopao. Le grand Mopao. Kofi Olomide, le Quadra Koraman. En tout cas, maintenant, là, nous avons une date pour ces grands concerts qui est confirmé à l'hippodrome de Paris. Et donc, ça sera comme ça pour le... Je me suis perdu, l'affiche... je crois le 19 juillet. Voilà, le 19 juillet. L'affiche de l'hippodrome, on peut voir. Et donc, ça sera comme ça, avec tous les quartiers latins, le groupe Quartier Latin International. On sera là pour cet événement. Il a dit ça sera le redémarrage de sa carrière musicale. Ça va recommencer au fait ces jours-là. Mais donc, lui, il va recommencer la carrière musicale. Lui qui annonçait d'ailleurs après l'album Légende, il va arrêter la carrière musicale. Mais après l'album Légende, il y a eu le dernier album qui est sorti là avec les featuring avec les Dinos B, les Gizmawete et tout qu'on sort. C'est la légende volume 2, je pense. Volume 2. Et bientôt là, ça sera un autre album avec Cindy Lecker. Ouais, toujours. Finalement. Quand on parle Kofi Olomide, on voit Cindy Lecker. En tout cas, salutations à la Mama. Mama si. Alors après mon Pao, on va prendre c'est quoi? On va prendre qui? Là, on va prendre parce qu'on va aller trop vite, une actualité un peu triste. Si on peut appeler l'actualité, voilà, la commémoration de 35 ans après la mort des Pongolov, il y a eu un élément monté qui parle de la carrière des Pongolov, ce qu'elle a été comme musicienne. Puis après, on va revenir juste après. On va prendre cet élément, puis revenir juste après. Alors, on va prendre
Le 27 août 1956, à Boma, dans la partie ouest de la République démocratique du Congo, au Congo central, est décédé le 15 janvier 1990 à Kinshasa. Aujourd'hui, 15 janvier 2025, nous commémorons 35 ans depuis que Mpongo Love, de son vrai nom Alfred Mpongo Landu, a quitté la terre des hommes, laissant derrière elle un grand héritage, à savoir sa musique. Nous rendons hommage à une grande dame, une véritable diva de la musique congolaise, une artiste inoubliable. Ses chansons iconiques telles que Bakake, Ndaya ou encore Mamananga continuent d'enchanter les mélomanes et de résonner à travers les temps. Son parcours artistique demeure une véritable source d'inspiration tant pour la nouvelle génération d'artistes que pour les passionnés de la musique. L'artiste ne meurt jamais. Voilà. C'était le 15 janvier que Mpongo Love a fait donc 35 ans sous terre. Tu sais, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai envie de dire dédicace spéciale à Ketia Bola. Ah oui. Ah, la douceur qu'avait Mpongo Love. Tu la retrouves dedans. Dédicace spéciale à Ketia Bola. En tout cas, Ketia Bola ressemble vraiment à Mpongo Love. Oui, surtout sa jeunesse. Hein. Ouais. Quand tu vois... Mais c'était une belle dame. Hein. Très belle dame. En tout cas, donc, quand on voit... Donc tu confirmes que Ketia Bola, c'est belle. Ça, en tout cas, moi, ça c'est toi qui l'as dit. Tu l'as dit jamais qu'elle est ici. Tu l'as dit jamais. Ça vient de ta bouche. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, et Ketia Bola, ces derniers jours, en tout cas, Toyo Kanati, Arokoti, sa promesse. Alors, on va prendre qui pour chiter? On va prendre Marie Missamou. C'est Marie Missamou. Toujours dans cette même lignée. Hier, c'était le 9e anniversaire, si on peut dire comme ça, commémoration de la mort de la sœur Marie Missamou. Plus qu'une musicienne gospel, c'était vraiment une artiste complète, si on peut dire comme ça. En tout cas, elle a été dans tout. Elle a été dans le cinéma, la mode, le cinéma, la musique. En tout cas, c'était tout ce qui était là. Tout ce qui était art, on voyait Marie Missamou. Et c'est quelqu'un qui n'avait pas été compris à son époque parce qu'elle vivait au fait à l'avance de son temps. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui on est en train de vivre dans le gospel. Elle le faisait déjà avant. Un peu d'extravagance dans son habillement, porter des trucs un peu plus au fait des trucs qui ne sont pas au fait de son époque. Ouais. Aujourd'hui ça s'est fait. En tout cas, on dit que c'est vraiment une artiste. Un élément aussi pour elle? Oui, un élément. Un élément pour elle aussi. Justement, Fouba, on y va, on suit et on se retrouve tout juste après. De son vrai nom, Marie Missamou Ngolo est une chanteuse congolaise née le 16 novembre 1974 à Kinshasa, la capitale. Fille d'une famille de 8 enfants, elle développa dès l'âge de 11 ans un goût prononcé pour les gospels. Marie Missamou commençant sa carrière musicale aux côtés de l'évangéliste des Baba et de son frère Moussa Malia, avec lesquels elle collabora sur l'album Nazirea en 1996. Grâce à cet album, Marie Missamou commençant à construire sa réputation et accéder au succès. En 2004, elle s'impose en tant que chanteuse populaire congolaise avec la sortie de son album Mystère du Voile 1. 4 ans plus tard, en 2008, le deuxième volet de ses premiers albums lui permet d'asseoir sa notoriété en Afrique et en Europe, notamment grâce à ses collaborations avec des artistes et musiciens chrétiens comme Charles Mumbaya. Il a fallu ensuite attendre plus de 6 ans pour la sortie dans les bacs du 3e volume de son album Mystère du Voile, La Résurrection, dans laquelle elle chante aux côtés de sa fille Ruth Missamou. Miss Maria n'était pas qu'une voix, mais une membre à part entière du Star System de la musique spirituelle. Très engagée religieusement, Marie Missamou Ngolo a influencé des générations entières à travers de ses textes et de ses partenariats musicaux. Ses talents de comédienne, styliste, maquettiste
Décoratrice, couturière et même cinéaste, lui a permis de construire une véritable renommée en tant que femme, croyante et artiste. Après avoir annoncé son retrait de la scène musicale au début de l'année 2016, elle perd la vie quelques jours plus tard, 16 janvier 2016, à l'âge de 41 ans, suite à un malaise cardiaque. Pour beaucoup, elle était un phénomène de la musique chrétienne en République démocratique du Congo et laissera au monde entier un patrimoine musical et artistique sans précédent forgé dans la passion des dieux. Seigneur, toi qui connais mon âme, porte-toi mon cœur. C'est ça ta chanson préférée de Marie Missamou? Ma chanson préférée maintenant de Marie Missamou, c'est Reconnaissance. En tout cas, toi tu es vraiment en moi. Ça c'est ma chanson préférée. En tout cas moi aussi. À part ça aussi, il y a aussi... Surtout les déchaînements à la fin. Excusez-moi. Et il y a aussi une autre chanson d'elle que j'aime beaucoup, Valet à Barca. Valet à Barca. Mais l'autre que j'aime beaucoup, saison séchée à la cape, saison dépouillée. Je pense bien que ça fait... C'est Mystère des Voiles volume 2. C'est presque, je pense bien, le dernier album sorti avant sa mort. Mystère du Voile, c'était volume 2. Oui, volume 2, c'est là où il y a eu l'intervention maintenant des Moïse Mbié, des Frères Matouta. Il y a aussi l'intervention de beaucoup. Et lui, elle, pardon, et l'aider à aider les jeunes artistes à se propulser. Faire une éclosion et tout, se faire connaître au grand public. Et il a fait connaître Mike Kalambaye au grand public. Moïse Mbié qui, à chaque fois, venait, c'est Rotikangate. Donc voilà. Marie Missamou. Ce que j'aime avec ces deux frères, bien qu'aujourd'hui ça fait un peu polémique, mais en tout cas ce que j'aime avec ces deux frères jusqu'aujourd'hui, en tout cas quand on parle de Marie Missamou, les deux frères ont toujours un très bon témoignage. Ils ne peuvent pas parler au fait des gens qui les ont aidés dans leur carrière sans pour autant passer par le nom de Marie Missamou. Voilà. Et ça fait plaisir. Papa, on a besoin de ces gens-là qui sont reconnaissants, qui aiment bien parler au fait du bienfait des autres. Comme avec Moïse Mbié, c'était... Associé, c'est ça? Associé. Il y a quelqu'un qui a chanté Associé. Alors stop, parce qu'on va prendre bientôt notre invité. Alors justement, on nous balance plutôt le spot de nos partenaires. Et l'invité va monter sur ce plateau. Il s'agit de M. Emmanuel Mwengue, avec qui nous allons parler aussi de ces spéciales Lumumba. Nous allons parler de la vision de Lumumba. Nous allons parler aussi des actualités. Au jour, la peine de mort. Est-ce qu'il y a une solution ou un raccourci? Nous allons en développer également dans cette émission tout de suite après cette page publicitaire. Spécial Lumumba, spéciale commémoration de la mort de Emery Patrice Lumumba le 17 janvier de chaque année. Bien évidemment, nous commémorons ces héros nationaux pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a réalisé, pour son combat à l'indépendance en République démocratique du Congo. D'abord le Congo, le Zaïre, ensuite la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons également en parler avec notre invité sur ce plateau, Monsieur Emmanuel Mwengue. C'est vrai, c'était un habitué, mais parfois il disparaît, parfois on ne sait pas où il va. Et quand même, c'est la première fois pour cette année 2025. Mais c'est Emmanuel Mwengue, bonne année. Merci beaucoup, bonne année à vous, bonne année à vous. Merci aussi, beaucoup. Meilleurs vœux. C'est une joie d'être une fois de plus sur ces beaux plateaux et je suis honoré d'y participer pendant que nous célébrons notre héros national Patrice Emery Lumumba, d'heureuse mémoire, dont le combat demeure encore dans le cœur de certains, comme nous autres là. Et nous faisons appel à la conscience de tous pour pouvoir faire en sorte que les objectifs qu'ils poursuivaient ne soient jamais abandonnés. Toujours ce genre de discours, le combat de Lumumba dans nos mémoires. Mais qu'est-ce que nous faisons réellement de l'héritage de ce combat? Est-ce que vraiment nous les vivons? Est-ce que vraiment nous les pratiquons? Ou c'est resté seulement
discours sur discours. Pour parler de l'héritage du combat de Lumumba, il faut connaître l'histoire. Ça, c'est d'abord un élément très important. Beaucoup de personnes ici ignorent ou parfois ont une connaissance de l'histoire, mais par rapport aux a priori. Et j'aimerais aussi interpeller davantage sur le programme du ministère de l'Éducation nationale qui doit incorporer ou accentuer les notions de l'histoire qui ont trait au parcours de Lumumba, Musée Laurent Désiré Kabila, c'est dans le cadre d'un combat lumumbiste repris et continu, mais beaucoup plus dans cette quête d'indépendance, en savoir plus parce qu'il s'agit de notre origine. Un peuple qui ne connaît pas son histoire ne saura pas là où il va. Alors pour parler du combat, il faut trouver la cause. Voilà. Pourquoi Lumumba est mort? Moi, dans la culture d'information, j'ai eu à lire des ouvrages historiques qui relatent le combat de Lumumba, mais beaucoup plus à écouter ceux-là qui ont un témoignage vivant de l'homme. Je vous donne l'exemple du célèbre écrivain Didier Moumengi. Didier Moumengi. Oui, qui fut sénateur et homme d'État, un homme politique, même ministre. Alors Didier Moumengi nous rapporte les témoignages de Mathias Kemishenga. Mathias Kemishenga, plutôt, qui est son grand-père, et celui-là était compagnon de lutte de Lumumba. Dans sa traversée pour Kisangani, lorsqu'ils arrivent à la rivière de Kwilu, vous avez Mathias Kemishenga, vous avez Moulele, vous avez Lumumba et un autre, Luboma, quelque chose comme ça. Ils sont 4. Alors, lorsqu'il se dirige pour l'exfiltration, Lumumba va faire une révélation à Mathias Kemishenga sur le pourquoi l'on voulait sa tête. Tout le monde ici, lorsqu'on pose la question de savoir mais pourquoi Lumumba est décédé, on va dire bon, c'est pour l'indépendance du pays. Mais si Lumumba était décédé, on l'avait tué plutôt pour l'indépendance du Congo, mais il serait peut-être mort avant l'obtention de cette indépendance. Parce que c'est justement ça qu'on veut empêcher. Et pourtant, le 20 janvier, lors des assises de la table ronde, Lumumba est en prison, il est arrêté. Donc c'est pour parler de l'indépendance ont eu lieu pendant qu'il était en vie, et il n'était même pas là. La cause, selon les témoignages de Mathias Kemishenga, de la mort de Lumumba, c'est justement parce que là, nous sommes le 8 août 1960. Ces derniers va procéder à la signature d'un accord avec le président du Ghana, Kwame Nkrumah, pour la création de ce qu'on a appelé parfois les États-Unis d'Afrique. Donc, il était aussi à la base de la création de l'Union africaine. Oui, non, pas comme telle aujourd'hui, mais une sorte de république confédérale. Une signature de ces traités qui, après, devait conduire à ce que le pays tel que la Guinée puisse rejoindre, le Mali et autres. Et dans cette signature-là, de ces besoins de construire une nouvelle Union africaine, des États naissants, des États fraîchement indépendants, voici les points qui ont conduit au fait qu'on voit cette initiative comme un danger. Et Lumumba, qui était l'un des tenants de cette initiative, comme l'homme à abattre. Premièrement, cette confédération devait avoir une monnaie commune. En dehors de ça, il devait avoir une armée commune. Et cette armée qui était au départ essentiellement ghanéenne, qui devait être essentiellement ghanéenne, devait être conduite par des officiers, là retenez la cause principale, des officiers afro-américains qui ont quitté les États-Unis, qui devaient quitter les États-Unis par rapport aux événements de Bronzeville, dans la naissance du mouvement panafricaniste Back to Africa, avec Marcus Garvey. Alors Marcus Garvey, qui était un écrivain, qui a beaucoup écrit sur le panafricanisme, va se décider d'inclure le mouvement Back to Africa parce qu'il y avait 100 officiers afro-américains, donc d'origine africaine, qui ont été limogés, expulsés de l'armée parce qu'on avait sous-entendu qu'un militaire noir aurait tué un blanc, et c'est comme ça qu'on a dégradé ces 100 officiers parce qu'eux, ils défendaient le contraire. Alors pour Kwame Nkrumah, ce sont ces officiers qui devaient revenir conduire cette armée de cette république confédérale. C'était quoi la peur de l'Occident? Mais la peur de l'Occident, c'est l'autodépendance de l'Afrique. C'est l'auto-prise en charge de cette Afrique naissante qui veut échapper totalement au système colonialiste. Alors que l'indépendance pour les Blancs, c'était la transition entre le système colonialiste vers le système néocolonialiste dans lequel on se trouve aujourd'hui. Donc il fallait la maintenir sous contrôle. Or, une initiative prise sans les Blancs, qui veut vous donner les allures d'une superpuissance ou d'une super organisation de puissances africaines qui veulent leur autonomie et leur indépendance économique, parce que ces États-Unis d'Afrique-là, cette République confédérale devait avoir sa propre monnaie, sa propre armée, donc une autonomie totale. On n'a pas voulu lâcher prise comme ça, et c'est comme ça qu'on va dire non, il faut couper le mal à la source.
Et le problème, c'est Lumumba. C'est Lumumba. Et vous savez pourquoi? Parce que le leadership de Lumumba avait transcendé les frontières du Congo et au niveau de l'Afrique centrale, peut-être même de l'Afrique, il n'y avait pas un nom aussi réputé que c'est celui-là. C'est lui le Lumumba. Alors, même jusqu'à l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, pardon, parce qu'il y a aussi Thomas Sankara. Justement. Il est venu aussi parler toujours de Lumumba. De Lumumba. Et Lumumba est une référence mondiale. À Moscou, vous avez l'université panafricaniste qui a été renommée au nom de l'université Patrice Emery Lumumba. Vous avez... Donc, tous ces éléments-là font en sorte que l'homme était une menace et c'est comme ça qu'il a été abattu, livré aux sécessionnistes katangais et ainsi de suite, mais il a été abattu pour ça. Ça, ce sont des connaissances historiques. Que Dieu bénisse Didier Moumengi, qui est une perle rare d'ailleurs. Hein. J'ai beaucoup d'admiration pour lui aussi, mais malheureusement, ce sont des connaissances qui ne sont pas intériorisées dans les chefs de la jeunesse congolaise. Et là, si vous me le permettez, je vais le dire. Oui, mais vas-y, allez-y. On a un ministère de la jeunesse, chargé de la jeunesse et de l'éveil patriotique. On ne voit pas tellement d'actions axées sur l'éveil patriotique dans ces ministères. Faire un communiqué où on vous dit voilà, la ministre appelle la jeunesse à... C'est pas, il n'y a pas d'impact, pardonnez-moi. C'est bien, mais il n'y a pas d'impact. Surtout, vous appelez... surtout cette journée d'aujourd'hui, 17 janvier, où on doit parler de Lumumba. Un jeune à l'époque de 35 ans, tout simplement, de 35 ans. Alors on allait peut-être il s'agit attendre... d'un jeune qui a donné sa vie pour ses pays. Oui, on allait quand même voir un communiqué, un message du ministère. Non, mais plus qu'un message, elle a dans ses attributions, la ministre de la Jeunesse, l'éveil patriotique. Okay. C'est quoi la patrie? Si ce n'est la nation qui vous voit naître, pour laquelle vous avez un attachement. Il y a le mot pater dans le mot patrie. En latin, c'est père. Vous avez une relation directe avec cette terre-là. Vous avez une relation directe avec votre père. Mais comment on peut ignorer l'histoire de son père? Et je vais vous faire rire même. Ce qu'on dit congolais, la plupart de Genawa, la plupart d'entre nous, quasiment ne peuvent pas vous donner la signification de leur nom. Par méconnaissance de la langue maternelle. Okay. Alors, comment on peut s'attacher à une patrie qu'on ne connaît pas, et si des gens ne connaissent pas son nom, comment connaître sa patrie? Et c'est ça le travail du ministère de la Jeunesse qui n'est pas fait à mon humble avis. Mais est-ce que ces jeunes elles-mêmes là, la jeunesse elle-même aujourd'hui, est-elle vraiment à la hauteur de l'espérance qu'avait Lumumba sur la jeunesse? Elle n'est pas suffisamment à la hauteur, mais il faudrait la rendre productive, la pousser à se cultiver, il faudrait la façonner. Et c'est justement pour ça que nous insistons sur l'institution qui est censée à la fois nous représenter, mais nous encadrer. Ces ministères-là, qui jusque-là ne fait pas grand-chose, parce qu'il y a un problème. Je vais vous donner la cause du pourquoi cette jeunesse n'est pas encore à la hauteur. Vous avez 3 dimensions dans la dimension du ministère de la Justice. Là, on est en politique. Hein? Quand vous faites une analyse, la première dimension, c'est le leadership. Le leader lui-même, quelle est sa vision? Quelle est sa connaissance? Là, vous parlez de la jeunesse, pas de la justice. Non, je parle de l'institution du ministère. Parce que la jeunesse a un rôle. Ce rôle-là est départagé sur plusieurs sens. Vous avez le ministère de l'Éducation nationale, par exemple, qui dès les bas âges peut commencer à élever la jeunesse sur le plan de l'éducation. Mais vous avez aussi le ministère de la Jeunesse et de l'éveil patriotique qui peut, en collaboration avec ces ministères, introduire des notions, par exemple, telles qu'une réforme de l'enseignement, une réforme du système éducatif pour qu'on accentue davantage des notions historiques sur l'histoire de Lumumba pour faciliter l'intériorisation. Je reviens maintenant aux faiblesses de ces ministères qui peinent à penser et à agir comme je suis en train de le dire ici. Il y a le leadership, la personne, l'individu. Qu'est-ce que la personne conçoit comme vision de ses attributions? À la fois l'éveil patriotique et le ministère de la Jeunesse. Parce que la vision n'est pas peut-être la même. Mais est-ce qu'elle était préparée pour devenir ministre de la Justice? Il n'y a pas que elle, c'est un problème récurrent parce qu'avant elle, le ministre... Vous n'allez pas les condamner? Le ministre... Non, je la condamne. Je voulais d'abord citer, allons-y, parce que j'aimerais rebondir aussi là-bas. Je ne la condamne pas, c'est pas personnel, c'est la gestion que je condamne. Mais le problème de la gestion est lié aussi au leadership qu'on entretient. Peut-être dans son programme, elle a une autre vision. Parce que j'ai vu, je dis ici, il y a une communication qui dit non, il y a une formation que la ministre de la Jeunesse a lancée sur une sorte de formation sur le leadership. En dehors du leadership, vous avez aussi la connaissance de soi ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas mal, mais il n'y a pas tellement d'impact. À part le leadership, vous avez l'aspect institutionnel. Là, le leadership, c'est l'individu, le leader. L'aspect institutionnel a 2 volets. Vous avez l'administration de cette institution-là. Vous avez le cabinet aussi, qui est parfois dans l'administration, qui est censé construire la politique qui va être exercée et la mettre en pratique. Et vous avez aussi les attributions politiques. Donc l'administration et la politique dans la même institution. Après, maintenant, vous avez le financement. Pour réaliser ces missions, ces ministères bénéficient de combien? Quelles sont les sources de revenus? Parce que à ces ministères sont affiliés plusieurs structures d'encadrement de la jeunesse, telles que le Fonds pour la promotion de l'emploi de jeunes et de l'entrepreneuriat de jeunes.
combien ces structures bénéficient pour pouvoir conduire des politiques qui peuvent encadrer et former les jeunes. Ça, c'est dans un autre domaine. Mais quand vous avez ces 3 aspects, vous faites une analyse, vous verrez que ces ministères peinent dans le 3 niveaux. À la fois, c'est un ministère qui a des attributions, mais on n'y prête pas tellement attention. Deuxièmement, les leaders qui sont assis ont une vision similaire. Il n'y a pas de différence. Les individus passent, mais il y a la même chose. Bon, on va faire rencontre, on va faire atelier, on va faire conscientisation. Mais est-ce que où sont les projets de loi? Où sont... Mais est-ce que ce n'est pas un problème qui provient déjà de la jeunesse au travers de la structure qui réunit les jeunes, les conseils nationaux de la jeunesse, qui peut-être aussi ne comprend pas non plus son rôle là la encore, préparation de la jeunesse, parce que cette jeunesse aussi, elle ne comprend rien. Même si le ministre faisait n'importe quoi, donc tout ce qu'il fera, ça ne sera pas compris. Je ne dis pas qu'elle ne comprend rien. Je dis qu'elle peine à comprendre et à s'approprier un fait. Elle peine à s'identifier à une histoire. Parce qu'on ne lui oriente pas, on ne le conduit pas. C'est ça l'objectif de la gouvernance. Vous êtes censé orienter les gens dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier. Le Conseil de la jeunesse qui réunit plusieurs associations qui regroupent les jeunes. Bon, je ne sais pas quelle activité ils ont fait, mais les activités de conscientisation et de socialisation sur l'histoire du pays, on ne doit pas y penser que le 17 janvier. Régulièrement, rencontre avec les chefs de l'État, oui, c'est vrai, mais rencontre avec nous-mêmes, avec notre histoire, c'est quand vous allez faire ça. Alors il faudrait réclamer, si c'est un problème d'attribution, voilà nos attributions, il faudrait réclamer plus d'attributions pour mieux encadrer. Mais pourquoi on ne réclame pas? Où sont les projets de loi qu'on peut faire d'un commun accord avec le ministère des Déçus sur certaines réformes de l'enseignement? Constant Moutamba est là, il est plus actif que tout le monde actuellement. Au niveau du gouvernement, on va parler de lui avec, mais malheureusement, au dernier point, on parlera de lui. La jeunesse doit s'approprier l'histoire et les institutions qui sont censées l'encadrer doivent lui orienter dans ce sens-là. Mais malheureusement, celles-ci ne font pas grand-chose. Maintenant, que pensez-vous par rapport aux partis politiques qui se disent nous sommes lumumbistes, nous sommes socialistes, nous sommes lumumbistes, mais si vous regardez même au sein de ces partis politiques, la gestion même de ces partis politiques n'incarne pas Lumumba. À ces partis politiques, moi je vais poser une question. Vous êtes lumumbiste, d'accord. Lumumba était de quel courant idéologique? Voilà. Là, par exemple, on a classé les socialistes. Oui, par exemple. Non, mais c'est bien de s'appeler lumumbiste. Mais parfois, en politique, il y a cette tendance à communiquer en utilisant l'image d'une personne qui a bénéficié d'une adhésion populaire pour gagner des gens. Les partis politiques sont des cadres de socialisation aux valeurs politiques. C'est aussi des cadres de formation, par exemple. Prenez-moi, dans tous les 900 et quelques, je ne sais pas moi, partis politiques qu'il y a, vous réunissez tous les présidents de la Ligue des jeunes. Commencez à les interroger sur l'histoire, vous allez rire. Tout le monde est dans les débats d'Enga, mon leader intel, Bisso Bato intel. Donc, le débat est personnel, personnifié. On s'attache aux individus, pas aux idéaux. Posez la question à certains secrétaires généraux, votre parti est de quel alignement idéologique? C'est quoi l'idéologie politique que vous défendez? On est social-démocrate, nous sommes républicains. Définissez-moi la social-démocratie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle défend? Incongru, vide de tout sens. C'est comme ça, je vous relance par ceci. C'est comme ça m'a fait rire autrefois. L'IDPS social-démocrate, PPRD social-démocrate, mais qui ne s'entendent jamais. Ils s'entendent jamais. Même courant politique, mais ils ne sont jamais d'accord. Moi, j'avais quand même apprécié FCC Cash. Il y avait un mariage, bon, mais en même temps, bon, ça c'est qu'on a appelé contre nature. Non, le débat est centré sur les individus. L'aspect idéologique n'existe pas. La socialisation aux valeurs politiques est quasi absente. Quelques têtes s'y démarquent, oui, on n'en disconvient pas, mais au moins à 80%, donc, le Congo doit être refondé, réformé, la démocratie doit être intériorisée et adaptée à nos réalités, les concepts doivent être maîtrisés avant de pouvoir se présenter sur la place publique et de se vanter d'être d'un tel alignement. Or, le parti politique, d'ailleurs, devait se référer à des héros comme Lumumba, à des héros comme Mouzé, pour pouvoir dire, voilà, tel que le combat, nous qui sommes lumumbistes, notre combat se centre sur telle idéologie qu'incarnait Lumumba. Et nous voulons ceci pour le Congo. Comme Mouzé l'a fait d'une certaine manière. Lui était lumumbiste, il a commencé sa révolution depuis que Lumumba a été arrêté, avec le CNL, avec les événements du PRP en 67. Donc c'est quelqu'un qui, quand il a pris le pouvoir, a voulu appliquer certaines réformes de Lumumba, exécutées dans ce sens-là. Mais malheureusement... Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la jeunesse s'approprie l'héritage de Lumumba, s'approprie les combats de Lumumba? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait d'abord
à la base, le système éducatif, parce que l'enseignement déjà est gratuit, grâce à la réforme du chef de l'État. Cette politique-là est salutaire. Il faudrait maintenant donner un contenu à cet enseignement-là. Il ne faut pas la gratifier pour le même style d'enseignement qui ne conduise pas à un épanouissement, à une prise de conscience. C'est d'abord au niveau de l'éducation nationale qu'il faut une réforme là-bas. En dehors de l'éducation nationale, j'ai cité le ministère de la Jeunesse. Dans ses attributions, il y a l'éveil patriotique. Ces ministères doivent s'engager dans ce sens-là. On ne peut pas donner toutes les idées, je préfère les garder pour moi. Merci beaucoup. Alors, il y a aussi des intellectuels là-bas. Comme ça, il viendra. Non, il y a des intellectuels là-bas, ils vont s'en charger. Ils vont, même si jusque-là, il n'y a rien, mais parfois, il faut bousculer la gouvernance comme ça pour qu'elle s'active. Un citoyen engagé, c'est celui qui est exigeant. Et l'exigence produit la productivité. Si on n'est pas exigeant et qu'on laisse ces gens comme ça, ils vont faire ce qu'ils veulent. Si un jour Dieu me faisait grâce d'accéder à cette institution, je ferai de mon mieux selon ce que je sais et je m'associerai aux personnes qui ont la même conscience que moi pour faire un bon travail, à l'instar de Constant et autres. Et même mieux encore. Parce qu'il ne faut pas admirer quelqu'un pour faire comme lui. Allez-y dans les propositions parce que vous proposez. Non. Ne les attaquez pas. J'ai donné les grandes lignes. Voilà. Le système de l'éducation nationale, on doit accentuer les notions historiques qui ont trait au parcours de Lumumba, au parcours de notre lutte pour la liberté et aux difficultés rencontrées et qui sont récurrentes jusqu'à aujourd'hui. L'histoire qu'on nous donne en classe ne doit pas embrasser, par exemple, le Portugal, l'Europe, nous limiter à des notions telles que qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Je suis désolé, il y avait des gens qui vivaient déjà là avant, qui l'avaient découvert et qui l'avaient même nommé. Et au lieu de nous parler de Stanley seulement, non, mais parlez-nous de la naissance du Grand Congo. Parlez-nous de la naissance de ces pays, du combat qui nous a conduits à la table ronde, du combat que nous menons jusqu'à aujourd'hui. Donnez des pistes de solutions. Faites en sorte que le programme soit centré sur le Congo à 80% et d'autres notions peut-être à 20%. Parce que les Blancs, eux, n'apprennent pas l'histoire de Tipo-Tipo. Bien évidemment. N'en ont pas besoin. C'est la réclamation de tout le monde. Mais pourquoi ça ne s'est fait jamais, cette façon d'adapter les systèmes éducatifs? Je venais de le dire qui réclame cela, mais même s'il est ministre, il n'est pas ministre, il en parle. Une fois nommé ministre, il oublie qu'il lui-même. Je venais de le dire ici, le problème de l'institution, c'est le leadership. L'institution, c'est-à-dire le corps technique, vous avez l'administration et le corps politique qui sont les conseillers. Et après, vous avez les moyens de réalisation des politiques publiques, donc le financement. Mais le problème clé, c'est les leaders. Si le leader, la clé, c'est lui. Vous pouvez avoir un ministère qui a suffisamment de financement pour réaliser des politiques publiques. Vous pouvez avoir un ministère qui a une très bonne administration. Mais le leader, lui, s'il n'incarne pas une certaine vision, une certaine idée générale, le ministère sera à son image. C'est tout ce que je peux dire à vous de regarder les résultats sur le terrain et de comparer les leaders après. Et vous verrez que peut-être il y aura un remaniement ici, ça ne m'étonnera pas. Si on revient du système éducatif, est-ce qu'aujourd'hui, les chercheurs font sa part? Les chercheurs est motivé. Moi d'abord, qui suis à l'université de Kinshasa, j'ai été enseigné par des personnes d'une grande qualité. En tout cas, tout ce qu'on peut dire sur l'UNIKIN, on vous le concède, mais ne dites pas qu'il n'y a pas la matière à l'UNIKIN. Faites attention. Les chercheurs qui y sont justement ont un grand problème en termes de financement. Combien de fois vous avez vu l'État dire, voilà, nous avons un pourcentage, un montant de autant par an que nous donnons pour la recherche scientifique? Combien de millions? Moi, je préfère encore, au lieu qu'on va dépenser 15 à 20 millions pour acheter des véhicules, pour qui que ce soit, on peut investir dans la recherche scientifique. En dehors de ça, il n'y a pas que le corps scientifique et académique, il y a aussi les étudiants eux-mêmes. Moi, je vous l'ai dit l'autre fois sur ces plateaux, qu'en 2020, l'année académique 2020-2021, j'ai écrit sur la réforme de l'IPER, c'était mon TFC. J'ai prévu même qu'on puisse revenir à 3% pour les agents publics de l'État. Quelques années après, on voit la réforme être appliquée. Mais qui le sait? Personne. Mais mon TFC est là-bas. Et c'est resté comme ça. Le financement de la recherche, c'est ça le problème. En dehors de ça, il y a aussi l'aspect de la formation, je n'en disconviens pas. La science qu'on donne ici, est-ce qu'elle est moderne, elle est adaptée au contexte actuel? Le système peut changer, on met LMD, mais si les contenus n'est pas brassé, n'est pas révisé, on aura le même problème. Donc, dans l'aspect de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, il y a plusieurs éléments qui entrent en compte, mais il ne faut pas oublier que pour la gouvernance, vous avez les leaders, l'institution et les moyens financiers. Les leaders, s'il a un problème, les institutions sont faibles. C'est vrai, il y a des institutions fortes, mais il n'y a pas d'institution forte sans des hommes forts, positivement, pas négativement. Des visionnaires. Alors, on va quand même aussi brosser l'actualité. On a parlé ici du ministre
de la justice, Constant Moutamba, qui aujourd'hui se bat pour que la peine de mort soit vraiment en application. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une solution ou un raccourci? Cette démarche, d'abord, est une démarche qui, sur le plan politique, rencontre beaucoup de résultats, parce que c'est une politique qui a d'abord pour but de dissuader. La dissuasion a marché, elle a fonctionné. Vous avez moins de manifestations de ces phénomènes dans les rues, dans la ville de Kinshasa, banditisme urbain. Et deuxièmement, est-ce que c'est un raccourci ou est-ce que c'est une solution, une démarche salutaire? Moi, je pense que c'est une démarche salutaire, dans la mesure où celui qui a tué doit être condamné à mort. C'est une infraction qui a été pénalisée. Pour le meurtre, déjà avec préméditation, vous êtes condamné à la peine capitale. Maintenant, exécuter, c'est ça les problèmes. L'exécution ne pose aucun problème, parce que la circulaire du ministre de la Justice a été faite en mars 2024, lorsqu'on a levé le moratoire sur la peine de mort, je crois en février 2024. Le ministre s'est très bien exprimé dans cette note circulaire, je crois 002, lorsqu'il s'est adressé aux cours et tribunaux, aux magistrats, aux responsables de l'exécution de procès et autres, leur disant que la peine soit exécutée que lorsque la décision est irrévocable. Ça signifie quoi? L'accusé vient, vous êtes condamné au premier degré, vous avez le droit de faire appel. Quand vous faites appel, ça ne marche pas jusqu'en cassation. Donc la décision est irrévocable, on doit donc l'appliquer. Mais le problème qui est là maintenant, si on doit faire une critique, c'est dans le déroulement de cette démarche. Est-ce que réellement celui qui est condamné, il y a suffisamment de preuves qui peuvent le conduire à la potence? Parce qu'il ne faut pas réfléchir avec empathie comme certains le font. Jeune, bazabana, mais attendez, les dégâts que ces gens sont en train de commettre. Quand on va tuer votre enfant, c'est là que vous allez dire jeune. Le problème, c'est la démarche maintenant. Il faut la critiquer, voir est-ce que les preuves en dehors du témoignage, parce qu'en général, les alarmistes, non. Tu as vu que garçon, il y a Boumaki, on vous rapporte un fait, bâti, ma beau commun. En dehors de votre parole contre la sienne, est-ce qu'il y a suffisamment d'éléments? Quand il y a plus d'éléments, c'est là qu'on condamne. Et après, il y a le processus de l'appel. Et la peine devient irrévocable lorsque c'est une décision qui a écoulé tout le parcours. Donc c'est salutaire. Elle est salutaire pour moi. Mais il ne faut pas associer la notion de la peine de mort au phénomène Koulouna. Parce qu'il y a des Koulouna qui n'ont pas tué, mais qui arrachent des sacs. Ceci, la justice va appréhender par rapport à la loi quelle est la peine qui est équivoque. Mais, M. Hervé, si vous permettez, il y a toutefois un souci. La notion de la pauvreté qu'on attache au banditisme pour dire, voilà, c'est la pauvreté qui conduit ces jeunes à tuer. Il ne faudrait pas penser rapidement à la peine de mort, peut-être les récupérer pour... Les services nationaux existent. Il y a des jeunes qui sont envoyés là-bas. La pauvreté n'est pas le facteur prépondérant du phénomène Koulouna. C'est un facteur qui facilite l'accès, mais ce n'est pas le facteur clé parce que l'élément déclencheur est psychologique. La même pauvreté pousse certains enfants de la rue à cirer des chaussures et à gagner leur vie. D'autres à vendre de l'eau. Le phénomène Koulouna est né... D'autres filles à être prostituées. Bon, je n'encourage pas la prostitution. Le phénomène Koulouna est né dans les quartiers, dans les rues, et ce sont des enfants qui ont un toit. Pas qui vivent à la rue. Qui ont commencé, donc qui ont un père, qui ont quand même une situation, oui, on vient les chercher chez eux, qui ont quand même une situation beaucoup plus acceptable que ceux qui sont à la rue là-bas. Mais ceux qui sont à la rue, bizarrement, certains cirent des chaussures. Mais si c'était la pauvreté, quand ces Koulouna vous prend votre iPhone avec $500, pourquoi ils n'ouvrent pas une boutique? Pourquoi ils n'achètent pas une moto pour les transports? C'est une grande question. C'est un problème d'abord psychologique. Voilà. L'homme est appelé à se débrouiller face aux difficultés, c'est ça l'intelligence. Une autre question d'actualité, interdiction de parler de tout ce qui est trait avec la guerre à l'Est. Un point de vue. Bon, ben, quand on a fait cette communication-là, la mise en garde avec la notion de la peine de mort, moi j'ai trouvé que c'était un peu de trop de la part du ministre. Mais je comprends, politiquement, il a voulu jouer sur l'impact qu'avait la mesure de la peine de mort dans la psychologie des gens. Donc quand ça fait peur déjà, on peut l'utiliser pour intimider et pousser les gens à agir comme parce qu'on pense qu'il y a de ceux-là, les politiciens ou encore des journalistes qui font l'apologie de cette guerre-là. Faire l'apologie d'un camp, ce n'est pas une bonne chose. Je n'encouragerai pas ça. Mais seulement, l'information, on ne peut pas la craindre. Informer sur la réalité du terrain, parfois quand il y a l'ennemi qui gagne un territoire, et je ne crois pas qu'on peut craindre ça parce que c'est justement par rapport à l'agression que nous répondons dans le monde entier, qui est une réalité d'ailleurs, que vous avez eu 10 000 personnes intégrer l'armée. C'est lorsqu'on a appris qu'il y a des territoires que l'ennemi est en train de récupérer que ça a suscité un sursaut patriotique.
Donc, une information qui tend vers les avancées de l'ennemi ne peut pas être crainte parce que ça dépend de quel peuple la reçoit, justement. Si dans sa conscience, on sait que c'est un peuple qui a peur, qui peut céder à la panique face à cette information, on peut appliquer des mesures restrictives, mais parfois, c'est vrai, politiquement, on peut appliquer une mesure qui va à l'encontre des textes, mais pour un intérêt politique. Mais seulement, moi, je pense qu'avec l'analyse que j'ai faite de la population congolaise, on ne peut pas craindre ces genres d'informations. Au contraire, ça renforce notre rage de vaincre et notre colère. Donc, on ne peut pas craindre qu'on diffuse une information qui tend sur les avancées de l'ennemi sur les terrains. Mais par contre, cette diffusion doit se faire accompagner d'un geste de soutien à nos forces armées. Je crois que c'est ça qu'il faut exiger, plutôt que d'aller dans le sens de pouvoir adopter un schéma très radical. Mais encore, là où je suis d'accord avec le gouvernement, c'est qu'il faut s'opposer à l'intox. Ceux qui prennent de fausses informations, qui vantent des mérites infondés de l'adversaire sur nos forces armées. Mais il faudra avoir la logique que je viens de donner sur le traitement d'informations et la manière de communiquer, même s'il s'agit des avancées de l'ennemi sur le terrain. Mais surtout, l'État congolais doit faire confiance à sa population. On ne peut pas exiger une confiance unilatérale au peuple et vous, en retour, vous ne faites pas confiance. Nous nous battons et nous sommes de cœur avec vous. Kagame pense que c'est le président Félix Tshisekedi qui est le problème. C'est dans une vidéo, il était en dîner avec ses membres et tout ça. Il a vraiment parlé du Congo et il a pointé du doigt directement au président Félix Tshisekedi. Il pense que c'est lui le problème. Paul Kagame est encore dans sa dérision et dans sa... Peut-être c'est une folie, mais du moins... Cet homme accuse même Joao Lorenzo d'avoir un parti pris. Moi, je pense que c'est un échec diplomatique pour le Rwanda de pouvoir jouer le plaintif. Ils étaient les premiers à nous dire cessez de vous plaindre partout, assumez-vous. Mais c'est eux maintenant qui se plaignent. Voilà, il y a un parti pris, il se lance dans la théorie de complot. Il est en train de balbutier parce qu'il sait que les faits sont clairs et que le jeu diplomatique tend à la faveur de la RDC et c'est une manifestation de faiblesse pour lui. Je n'aimerais pas rester longtemps là-dessus. Voilà, nous terminons. Voilà, quand on reçoit Emmanuel Mouingo, on comprend même l'air commence à partir aussi vite, comme lui aussi parle aussi vite. Heureusement, il épuise toujours les mots. Mais un message quand même, nous sommes le 17 janvier. Aujourd'hui, c'est Lumumba. Un mot, on se sépare. Voilà, le 17 janvier, que la jeunesse, je m'adresse à la jeunesse et ainsi qu'au chef de l'État, que la jeunesse n'oublie pas le pourquoi du combat de Lumumba, que la jeunesse se batte pour s'imprégner de ce combat-là. Avec Internet, vous avez des ouvrages, vous pouvez lire, vous pouvez vous cultiver. Et je demande à ceux qui nous ont suivis, parce que même les renseignements nous suivent, et c'est un service attaché à la présidence, tout ce qui est dit dans le sens de renforcer renforcer les capacités du ministère de l'Éducation nationale sur l'appropriation historique, ce sont des éléments que vous devez prendre pour apporter au chef. Et au chef de l'État, je dirais que cette fois-ci, les remaniements portent sur des choix conscients. Il faut parfois quitter une certaine sphère des relations lorsqu'on nomme ou encore des alliances politiques pour prendre des individus qui ont la maîtrise et la capacité de pouvoir, grâce à leur amour du Congo, conduire la gouvernance de la manière qu'il faut pour qu'on atteigne des objectifs de développement. Donc évitons de tourner sur les alliances politiques, les a priori ou les non connus. Cherchons à dénicher des personnes capables, des personnes avec un état d'esprit solide pour conduire la gouvernance comme il se doit. Et que ce soit un remaniement qui est purement technique et qui prend ces aspects en compte. Merci beaucoup. Parce que je sais qu'il y en aura un. Ça, je suis convaincu. Il est prophète. Parfois, quand il dit les choses, ça arrive toujours. Hein. C'est clair. Mais tout dépend du choix qu'on fera. Et moi, je pense qu'avec le président Félix, beaucoup de gens peuvent être surpris. Merci beaucoup, M. Emmanuel Mouingue. Il est assistant à l'Université de Kinshasa et c'était politologue. Alors, nous sommes toujours heureux lorsque nous les recevons sur ce plateau. Bonne année aussi, encore bonne année de Merci plus. beaucoup. Qu'est-ce que tu veux ajouter, toi? Tu veux dire quoi? Bonne année à qui? C'est fini. On est là pour... c'est déjà le début du week-end, on ne peut pas quand même... Vous allez pousser une minute, 30 secondes, vas-y. Vas-y. Matinale sans pour autant souhaiter un bon début de week-end à Nicolas Ntimba, Jeffco, depuis la commune de Kalam où il nous suit. Pourquoi ne pas souhaiter aussi un bon début de week-end à Marc Bossomi qui nous suit depuis chez elle. Elle venait de m'écrire tout à l'heure. Et pourquoi ne pas aussi souhaiter un bon début de week-end à Joe Mweze depuis Kindu Maniema. Il nous suit. Voilà, depuis tous ceux qui nous suivent depuis Kindu, nous vous saluons également. Merci d'être très très nombreux de lundi à vendredi à nous suivre Bolobi. TV Moro Bato Ebele na Kingasa Nikuna wana
avec votre préféré, Joseph Kaloupa, là, oui, il sera là déjà le mardi. Il est anniversarien, hein? Il fête son anniversaire, donc il a continué l'anniversaire. Merci à toi, justement, Vouba, Junior Bemba. Merci à l'équipe technique et merci au directeur des programmes Tristan Énergie Lelo. Merci au patron et concepteur de cette tranche matinale, les patrons de la PS Télévision, mais c'est Patrick Ngandou Chioyo. Merci et merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous avec moi lundi pour un nouveau numéro de votre tranche matinale. Namasté. Au revoir.